Bonjour les amis, bienvenue sur La Marco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier, mais aussi des crypto-monnaies. Aujourd'hui, cette vidéo est entièrement consacrée à l'investissement immobilier en 2023. Nous allons donc aujourd'hui passer en revue les principaux sujets de l'immobilier locatif. L'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous aurez acquis les connaissances nécessaires pour réaliser des investissements rentables en toute sérénité. Pour commencer, nous verrons les clés de décision pour choisir entre une location vide ou meublée. Et ensuite, nous enchaînerons sur les régimes fiscaux de l'immobilier locatif. On commencera par les deux régimes de la location vide. On verra ensuite les régimes de la location meublée. On enchaînera sur la cotisation foncière des entreprises, qui porte l'acronyme CFE. On verra aussi la taxe d'habitation, je vous expliquerai comment fonctionnent les amortissements, et on verra les particularités de la location courte durée, qu'on appelle la LCD. J'enchaînerai pour vous parler de la fiscalité de la plus-value d'un bien immobilier, pour un bien exploité en tant que non professionnel et pour un bien exploité en professionnel. Pour conclure cette vidéo assez fournie, on verra comment on peut quitter le régime de la location meublée pour tous ces biens ou seulement pour un seul bien en gardant ce régime pour les autres biens meublés. Alors, comme la vidéo est dense, je propose de ne pas trop perdre de temps et d'avancer. Alors on va commencer par les différences entre la colocation vide ou meublée. Alors, avant de choisir de faire du meublé ou du vide, il faudrait que vous fassiez une petite étude de marché. Il faut que vous arriviez à comprendre quelle est la demande locative de la ville dans laquelle vous allez investir. En général, c'est dans les villes dynamiques que la demande de logement meublé est plus forte. Toutefois, il faut avoir en tête que bien que le rendement locatif d'un logement que vous louez en meublé est plus élevé, et parce que sa fiscalité est bien plus intéressante, notamment grâce aux amortissements, la gestion d'un bien meublé est plus lourde. Il faut que vous meubliez le logement afin que le locataire puisse y trouver tous les éléments qui lui sont indispensables à une occupation normale. Donc, le site des impôts liste toute une série d'équipements qui sont nécessaires à la location meublée. Puis ces équipements, il faut ensuite les réparer et les remplacer, parce que il y a pas mal de casses dans le meublé. Alors attention, n'en faites quand même pas trop, car vous risqueriez la qualification en para-hôtellerie. Parce que donc la para-hôtellerie est caractérisée par la mise à disposition d'un logement meublé et de la fourniture d'au moins 3 des 4 services suivants, donc le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception des clients. Donc si vous avez au moins 3 prestations de cette liste, vous êtes en para-hôtellerie. Alors la para-hôtellerie est soumise à un régime fiscal qui est spécifique et beaucoup plus complexe que les régimes fiscaux qu'on va voir aujourd'hui. Ce tableau vous présente les principales différences entre la location de longue durée, vide ou meublée. Pour un logement vide, la durée du bail est de 3 ans, celle d'un logement meublé est d'1 an, 9 mois pour les étudiants. Le dépôt de garantie est de 1 mois pour le vide et de 2 mois pour le meublé. Le préavis du propriétaire est de 6 mois pour le vide et de 3 mois pour le meublé. Quant à celui du locataire, ça va dépendre de la localisation du logement et en meublé, c'est 1 mois. Enfin, la fiscalité est complètement différente entre les deux régimes. On va voir en détail dans les slides suivantes. C'est pas du tout la même chose en termes de fiscalité selon que vous êtes en vide ou en meublé. Alors, effectivement, lorsqu'un bien est loué vide, on parle de revenus fonciers. Donc c'est vraiment important de maîtriser ça.
Et quand vous faites de la location meublée, on n'est plus du tout dans les revenus fonciers, mais on est dans les bénéfices industriels et commerciaux. Ce sont les BIC. Qu'il s'agisse d'une location nue ou d'une location meublée, vous allez avoir le choix entre plusieurs régimes d'imposition. Pour la location vide, il existe deux régimes d'imposition. Si vous exploitez votre bien en nom propre, vous avez le régime microfoncier et le régime réel. Alors rappelez-vous que pour ces deux régimes, on parle de revenus fonciers. Pour la location meublée, vous avez trois régimes d'imposition. Si vous exploitez votre bien en nom propre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au travers d'une société, vous êtes en votre nom propre, vous avez le micro-BIC, le régime réel simplifié et le régime professionnel. Alors, si vous exploitez votre bien immobilier dans le cadre d'une société, dans ce cas, vous aurez deux types de structures fiscales. Une société translucide qu'on appelle société soumise à l'impôt sur le revenu, ou la société opaque qui, elle, est soumise à l'impôt sur les sociétés. En location meublée, en général, on va directement à l'IS, c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés, parce que dans le cadre de l'IR, sachez que l'administration ne tolère que 10% de location meublée par rapport à l'ensemble des revenus immobiliers. Donc il vaut mieux, en fait, si vous avez en tête de faire du meublé, de partir directement sur l'IS. Voilà. Alors on ne va pas parler d'un investissement au travers d'une société dans cette vidéo. Je parle plutôt des régimes qui sont disponibles pour la gestion en nom propre. Alors on va commencer par parler du microfoncier. Donc on va faire défiler les deux régimes de la location vide. La location nue, donc je rappelle que ça relève de la fiscalité des revenus fonciers, et donc le propriétaire est soumis à l'impôt sur le revenu, sur les revenus fonciers. Le régime microfoncier est applicable lorsque le revenu annuel brut tiré de la location n'excède pas 15 000 €, charges comprises, et ça vaut pour l'ensemble de votre foyer fiscal. Le régime réel d'imposition s'applique quant à lui lorsque le revenu brut des loyers est supérieur à 15 000 €, ou si vous êtes expressément exclu du régime microfoncier, parce que le régime microfoncier ne marche pas pour les monuments historiques, par exemple. Vous pouvez aussi choisir pure option, si vous êtes au-dessous du seuil des 15 000 €, et que vous ne voulez pas être sur le régime microfoncier. Vous pouvez louer un appartement vide qui vous procurera des revenus fonciers, et un autre en meublé qui lui vous procurera des bénéfices industriels et commerciaux. Ces deux régimes peuvent très bien cohabiter. En revanche, si vous avez deux appartements que vous louez vides, vous ne pouvez pas choisir pour l'un le régime microfoncier et pour l'autre le régime vide. On va faire un zoom sur le régime microfoncier de la location vide. Donc ce régime est applicable, on l'a vu, lorsque les revenus annuels bruts hors charge de la location n'excèdent pas 15 000 € pour l'ensemble du foyer fiscal. Alors le revenu brut, c'est quoi? C'est le montant des loyers encaissés, moins les charges incombant au locataire, plus le montant des dépenses incombant normalement au propriétaire et mis à la charge des locataires, plus
les subventions que vous pourriez recevoir et des éventuelles indemnités que vous pourriez aussi recevoir. Alors, vous allez avoir un abattement forfaitaire qui est appliqué automatiquement par le Trésor sur le montant que vous allez déclarer. Alors, c'est important de dire qu'il ne faut pas que vous enleviez vous-même cet abattement forfaitaire, c'est les impôts qui vous le font automatiquement. Le revenu brut, après déduction de l'abattement de 30%, est ajouté à vos autres revenus et l'ensemble de ces revenus va être soumis à l'impôt sur le revenu en fonction de votre tranche marginale d'imposition, ce qu'on appelle le TMI, et aux prélèvements sociaux de 17,2. Alors on va illustrer ça avec un cas pratique. On va prendre comme pour l'exemple l'exploitation d'un bien de 200 000 euros. Donc l'investisseur a dû emprunter 150 000 euros sur 20 ans. Il a fait un apport en cash de 50 000 euros. Il a très peu de revenus du travail. Il gagne 10 100 euros par an, par conséquence de quoi sa TMI est de 11%. Sa location lui rapporte 10 800 euros sans les charges. Et il a dû réaliser 2 000 euros de travaux. La taxe foncière coûte 600 euros, les charges de copropriété 840. La PNO, l'assurance propriétaire non occupant, coûte 80 euros et il rembourse le crédit il rembourse 9 684 euros par an à la banque qui lui a financé cet achat. Alors, dans le microfoncier, on ne peut rien déduire de tout ça. Parce qu'en microfoncier, on a un abattement de 30% sur les revenus locatifs, hors charge. Donc si on fait 30% de 10 800 euros, on a un abattement de 3 240 euros. Le Trésor va soustraire de 10 800 euros 3 240 euros, ce qui fait 7 560 euros. Et c'est sur 7 560 euros que vous allez payer des impôts. Vous allez payer 17,2% d'impôts, de prélèvements sociaux, et vous allez payer 11% d'impôts sur le revenu locatif. Ça nous fait un total de 2 132 euros d'impôts. Donc l'IR plus les prélèvements sociaux. Quand on soustrait l'ensemble de ce qu'il a à payer à ses revenus locatifs, on se retrouve avec une somme négative de 3 696 euros. C'est ce que l'investisseur aura à débourser de sa poche en fin d'année dans ce cas de figure. C'est ce qu'on appelle avoir un cash flow négatif. Vous pouvez, dans certains cas, avoir un cash flow positif. Ici, ce n'est pas le cas. Notre investisseur doit décaisser au total 15 336 euros pour financer tout simplement l'exploitation de son bien. Et ça lui fait un déficit de 3 696 euros. Donc, je rappelle que le régime microfoncier ne permet aucune déduction de charges, comme on vient de le voir. Alors, je vous ai parlé de TMI, le taux marginal d'imposition. Pour les revenus de 2022, donc ce que vous allez déclarer en 2023, les tranches de revenus et les taux d'imposition vous avez 5 tranches. Entre 0 et 10 777 euros, vous ne serez pas imposé. La tranche de 10 777 euros à 27 478 euros est imposée à 11%. La tranche suivante est imposée à 30% et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. On va rester dans la location vide, mais on va voir maintenant comment ça se passe au régime réel. Je vous rappelle que ce régime est par défaut si vos loyers sont supérieurs à 15 000 euros. Ou sur option, si
si vous avez décidé si vous préférez ce régime. Les loyers sont appréciés hors charges locatives et par loyer fiscal. Alors, les revenus fonciers imposables. Le revenu foncier imposable est égal à la différence entre le montant des recettes encaissées et le total des frais et charges déductibles. Le résultat de votre location sera qualifié de bénéficiaire si vos recettes sont supérieures à vos charges. Ce bénéfice sera alors ajouté à vos autres revenus catégoriels pour être soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux qui sont toujours de 17,2%. Si vous avez un résultat négatif, le résultat de votre location est déficitaire. Donc c'est le cas où vos recettes sont inférieures à vos charges. Dans ce cas, vous aurez un déficit foncier net imputable que vous pourrez imputer sur votre revenu global dans la limite de 10 700 €. Si le déficit foncier est supérieur à 10 700 €, vous pourrez l'imputer sur vos revenus fonciers des 10 années suivantes. Alors, on va le voir tout de suite. Ça, c'est une nouveauté du Trésor à partir de 2023. Sous certaines conditions, la limite de 10 700 € est portée à 21 400 €. Et c'est seulement du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Et je vais revenir un peu plus dans le détail. Alors, pour la location vide, la liste des charges est exhaustive, c'est-à-dire en fait l'administration fiscale a listé toutes les charges que vous pouvez déduire. Alors si vous pensez qu'une charge correspond d'après vous à l'exploitation normale de votre bien, mais si elle ne figure pas dans cette liste, vous ne pourrez pas la déduire. Alors c'est pas tout à fait la même chose dans le meublé, on va le voir plus tard, mais pour le vide, c'est vraiment une liste finie. Alors vous pouvez déduire les frais d'administration et de gestion, les travaux d'amélioration et d'entretien, vous les déduisez toutes taxes comprises, les impôts et les taxes, les primes d'assurance, les charges de copropriété, les frais d'emprunt, c'est-à-dire les frais de constitution de dossier, les frais d'inscription hypothécaire, etc., les intérêts d'emprunt d'acquisition ou de reconstruction, ou d'agrandissement, ou de réparation, ou d'amélioration des biens que vous donnez en location vide. Les dépenses d'installation d'une cuisine aménagée équipée sont déductibles, ainsi que la part correspondant à l'acquisition d'équipements ménagers et électroménagers intégrés à l'installation. En revanche, donc, la mise à disposition de cette cuisine équipée doit expressément être prévue dans le bail. Si ce logement dispose déjà d'une cuisine équipée, les dépenses d'entretien et de réparation sont déductibles, mais pas les dépenses de remplacement d'appareils électroménagers. Si vous réalisez vous-même vos travaux, seules les dépenses justifiées de matériaux sont déductibles. Le travail personnel n'est pas déductible. Alors, je vais parler du déficit foncier. Alors, bonne nouvelle, ce déficit foncier est doublé en 2023 pour certains cas. Alors, je rappelle que ce déficit foncier est imputable sur votre revenu global et qu'il ne doit pas résulter des intérêts d'emprunt. Il est plafonné à 10 700 € par an. Et s'il excède cette limite de 10 700 € par an, vous allez pouvoir imputer ce déficit sur vos revenus fonciers des 10 prochaines années suivantes. Un amendement prévoit pour 2023 le doublement de ce déficit foncier, et donc le plafond va être porté à 21 400 €. Alors les conditions, c'est la réalisation de dépenses de travaux de rénovation énergétique entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Il s'appliquera pendant les 3 années qui suivent l'engagement des travaux. Et ces travaux devront amener un changement de classe énergétique qui devra être effectif au plus tard le 31 décembre 2025. Alors, concernant la loi climat et tout ce qui est étiquette énergétique, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur le sujet. En fait, j'ai fait tout un bouquet de vidéos.
Donc la première vidéo vous dit un peu ce qu'on doit faire, quelles sont les échéances pour les bailleurs. Je parle aussi des travaux, dans une vidéo distincte, des travaux d'isolation. Donc je vous mets en garde, il ne faut pas faire ces travaux d'isolation n'importe comment. Faites appel à des spécialistes parce que ça peut vous amener des pathologies du bâtiment si c'est mal fait. J'ai interviewé deux spécialistes de DPE, donc deux diagnostiqueurs, dont un grand spécialiste qui est Pascal Clerc, qui a fait le déplacement d'Aix-les-Bains à Paris pour parler de tout ça. Donc je vous invite vraiment à piocher des informations, c'est important de comprendre exactement ce qu'on attend de nous. En tout cas, sachez que à partir de 2023, vos logements qui ont une étiquette G ne pourront plus être loués. Alors ça vaut pour les nouvelles locations. Hein. Si vous avez des locations courantes, vous pourrez continuer bien sûr à les louer, vous n'allez pas foutre vos locataires dehors. Alors, en le vide, les dépenses de construction, reconstruction ou d'agrandissement ne sont jamais déductibles. Alors, les intérêts d'emprunt, on vient de le voir, oui, pour faire ce type de travaux, mais pas les dépenses de construction ou de reconstruction ou d'agrandissement. Bizarre, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas déclarer un de vos biens en microfoncier et l'autre en réel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ces régimes sont mutuellement exclusifs. Un seul de ces régimes s'appliquera pour l'ensemble de vos revenus fonciers, pour votre foyer fiscal. Si pour l'un de vos biens, vous optez pour un régime, il s'appliquera aux revenus de l'ensemble de vos biens immobiliers. Donc, comme on l'a vu, le plafond du microfoncier est de 15 000 € et au-delà, c'est le régime réel qui va s'appliquer obligatoirement. Alors on va reprendre un exemple pour illustrer tout ça. Donc je vais reprendre le même exemple de notre investisseur de tout à l'heure qu'on a vu avec le régime microfoncier. Donc il a toujours une TMI de 11% parce qu'il a un petit salaire. Il a toujours fait un emprunt de 150 000 € sur 20 ans. Ses revenus de location sont toujours à 10 800 € hors charge et à 11 640 € avec les charges. Alors, au réel, on va pouvoir déduire un certain nombre de choses. Donc, on a vu la liste tout à l'heure. Donc, dans notre exemple, on va déduire des revenus de location, les travaux, la taxe foncière, les charges de copro, l'assurance et les intérêts d'emprunt. Donc on a un total de charges de 5 077 €. Voilà. Donc on va soustraire ces charges au loyer, charges comprises, ce qui nous fait un résultat de 6 563 €. Donc c'est sur ce résultat-là qu'on va appliquer les prélèvements sociaux de 17,2% et l'impôt sur le revenu de 11%, puisqu'il a une TMI de 11%. Donc ça nous fait un total d'imposition de 1 851 €. Au total, notre investisseur aura décaissé 15 055 €, ce qui lui fait un cash flow négatif de 3 415 €. Donc il devra débourser de sa poche 3 415 €. C'est un tout petit peu moins qu'avec le régime microfoncier. Alors passons maintenant aux locations meublées. Dans un premier temps, on va parler des locations meublées non professionnelles. Donc je vous rappelle que les loyers tirés de la location d'un bien loué meublé présentent la particularité d'être imposés en tant que bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, et non dans la catégorie des revenus fonciers. Donc d'un point de vue fiscal, c'est complètement différent. Donc ces locations peuvent être exploitées sous 3 régimes différents. Le micro-BIC, on va pouvoir l'exploiter en réel non professionnel et en réel professionnel. Jusqu'à 72 600 € de loyer par an, vous avez la possibilité de relever du régime micro-BIC.
Votre bénéfice imposable est alors calculé en appliquant un abattement de 50% au loyer déclaré. Autrement dit, vous n'êtes imposé que sur la moitié de ce que vous avez encaissé. Alors le revers de la médaille, c'est que quel que soit le niveau de vos charges, vous dégagez toujours un bénéfice imposable. Alors vous pouvez décider d'opter pour le régime réel. Cette option est ouverte à tous. Pour opter pour le régime réel non professionnel, il faut qu'une des deux conditions suivantes soit respectée. Il faut que vos recettes soient inférieures à 23 000 € ou que vos recettes soient inférieures aux autres revenus d'activité. Alors ça, c'est très important de comprendre en fait cette notion autres revenus d'activité. Donc là, je vais revenir dans le détail sur cette notion-là un peu plus loin, puisque bon, si vous avez juste des revenus de salaire, c'est pas compliqué à comprendre, mais si vous avez une situation un peu plus compliquée, si vous avez d'autres revenus BIC, mais qui ne correspondent pas à des locations meublées, on va voir comment tout ça s'articule. Si vous êtes avec des recettes supérieures à 23 000 € et que ces recettes sont supérieures à vos autres revenus d'activité, là vous passez directement en LMP et on va voir, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des impacts assez forts, notamment en termes de cotisation sociale et de fiscalité des plus-values au moment de la revente. On va voir tout ça dans le détail. Alors commencer une location meublée professionnelle, ça commence en fait par une immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce dont dépend votre bien. Si vous êtes en non professionnel, vous allez remplir un formulaire POI, c'est le CERFA 11 921. Ce CERFA va vous permettre d'obtenir un numéro de SIRET. Et il va vous permettre d'indiquer au Trésor que vous choisissez un régime d'imposition micro-BIC ou réel. Donc ça, c'est à faire dans les 15 jours du début de la location. Donc vous allez avoir un numéro de SIRET. Le numéro de SIRET correspond à votre activité meublée et vous allez avoir un numéro de SIREN par bien meublé. Dans le cadre du LMP, votre centre de formalité des entreprises est l'URSSAF, si vous exercez une activité de location meublée sans fourniture de services, et la CCI, si vous exercez une activité commerciale de location meublée avec fourniture de services, ou si elle est exercée par le biais d'une société. Alors, je vous envoie en fait vers le site internet des entreprises, formalité.entreprise.gouv.fr pour avoir plus d'informations possibles. Et sachez qu'à partir du 1er janvier 2023, ces démarches doivent obligatoirement être réalisées en ligne. Alors on va commencer par le régime micro-BIC, qui est applicable pour jusqu'à 72 600 €. Alors sachez déjà que il y a toute une liste en fait en meublé, toute une liste d'équipements qui est nécessaire et qui est indiquée dans le site, sur le site des impôts. Donc vous ne pouvez pas faire du meublé n'importe comment, il faut respecter un certain nombre de choses. Alors pour le micro-BIC, sachez que c'est l'imposition la plus simple. Aucun comptable n'est nécessaire, vous n'avez pas des calculs à faire, c'est très très simple. Donc les conditions, c'est donc avoir des loyers inférieurs à 72 600 € ou 176 200 € pour des locations de chambres d'hôtes et meublés de tourisme classés. Donc le chiffre d'affaires correspond à la totalité des sommes perçues, y compris les charges locatives. Et vous ne déduisez aucune charge. Vous allez avoir un abattement de 50% sur vos loyers que le Trésor va calculer automatiquement. Et donc la moitié de ces recettes vont constituer vos bénéfices industriels et commerciaux qui vont être taxables. Donc vous aurez sur ces recettes 17,2% de prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu qui correspond à votre TMI.
Donc c'est un régime fiscal auquel sont soumises les micro-entreprises et pas besoin d'une inscription au RCS. Et comme je le disais tout à l'heure, là, quels que soient vos niveaux de charge, vous êtes toujours imposable parce que vous êtes imposable sur la moitié des bénéfices. Alors on va prendre un exemple, toujours le même. Donc là, écoutez, ça va être très simple, hein, puisque de toute façon, on a toujours en fait notre investisseur qui fait toujours les mêmes types de travaux, il a toujours les mêmes types de charges, mais comme on est en micro-BIC, hop, on va appliquer un abattement forfaitaire de 50%, ce qui fait que ça va être la moitié des 11 640 €, donc il va être imposé sur 5 820 €. Donc il va payer 1641 € d'imposition. Alors voyons son cash flow. C'est pas terrible en fait. Il a toujours un cash flow négatif. Maintenant, on va passer au régime réel, simplifié, non professionnel, qu'on appelle le LMNP. Donc la location meublée exercée à titre non professionnel au réel est possible pour des recettes inférieures à 23 000 € ou si ces recettes sont inférieures aux autres revenus. Si plusieurs membres du foyer fiscal font de la location meublée, le seuil des 23 000 € s'apprécie sur le montant total des recettes de location meublée du foyer. Et si la location meublée est réalisée via une société, c'est le bénéfice de l'associé qui est pris en compte. Alors, si vous êtes en location meublée et que vous avez perdu votre emploi, vous avez touché des ACDI qui correspondent, je crois, à 57% de votre ancien salaire, vous risquez de passer directement en LMP. Alors attention, le LMP est considéré comme des revenus professionnels, donc les ACDIC vont en tenir compte dans le paiement de vos charges. Mais comme ceci s'apprécie au niveau du foyer fiscal et que vous êtes en couple, c'est peut-être le moment de vous paxer ou de vous marier. Si votre moitié a des revenus d'activité. C'est aussi un moyen pour pas passer en LMP. Alors c'est très important de comprendre en fait comment sont appréciées ces recettes locatives par le Trésor et ces revenus, ces autres revenus d'activité. Alors les recettes, sachez que les recettes sont par année civile, donc y compris si vous êtes si vous avez une société qui clôture votre activité en cours d'année, c'est pour le LMNP, c'est par année civile. Alors, on va prendre en compte le total des loyers, charges comprises, y compris les indemnités d'assurance, et quelles que soient ces indemnités d'assurance. Et éventuellement, non, c'est pas éventuellement, si vous avez des locations meublées à l'étranger, en fait, il va falloir les ajouter à vos recettes de loyer perçues en France. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que ces revenus du foyer fiscal. Donc ce sont des revenus de votre foyer après déduction des charges ou abattements. Donc ce sont les traitements, les salaires, les pensions, les rentes viagères, des BIC autres que ceux tirés de la location meublée, les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux et les revenus de gérants et associés. Si vous exploitez plusieurs entreprises commerciales, le chiffre d'affaires à comparer au loyer de la location meublée est le chiffre d'affaires global annuel réalisé par l'ensemble de vos entreprises. Alors il y a des revenus qui ne sont pas retenus,
qui ne sont pas perçus comme des revenus de foyer fiscal, en tout cas qui ne rentrent pas dans la balance pour comparer les recettes du LMNP avec les autres revenus, ce sont tout simplement tous les autres revenus qui sont exonérés d'impôts. Alors si par exemple vous avez eu un accident de travail ou une maladie professionnelle, je crois savoir en fait que ces revenus-là ne sont pas soumis aux impôts, donc vous ne pouvez pas les rentrer dedans. Ne sont pas non plus retenus les revenus perçus par les non-résidents qui sont imposables à l'étranger. Les déficits des années antérieures et enfin les revenus fonciers, c'est-à-dire si vous avez des locations vides à côté, ces revenus fonciers ne vont pas venir gonfler vos revenus d'activité. Quant aux déficits, les déficits de l'année au cours de laquelle ils ont été réalisés, à hauteur de leur montant imputable sur le revenu global, sont pris en compte. Alors, concernant les charges, contrairement à la location vide, ici c'est un peu plus ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir déduire? Bon, déjà, de toute façon, l'amortissement du bien et des meubles, comme le ferait une entreprise. Alors ça, c'est un concept très important, l'amortissement. C'est un des avantages de la location meublée, c'est que vous pouvez amortir déjà le bien. On va voir ce que c'est tout à l'heure. C'est une charge fiscale, une charge comptable plutôt, qui est complètement fictive et qui permet en fait de déduire à peu près 80% de la valeur de votre bien. Donc vous avez une charge d'amortissement qui va venir en déduction de vos revenus. Ça c'est fantastique. Mais pas seulement sur le bien, mais sur les meubles, sur les travaux. Concernant les autres charges, il n'y a pas de liste indicative, contrairement à la location vide, mais tout ce que vous imputez à votre activité doit répondre aux conditions générales de déduction des charges en BIC. Elles doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'activité meublée. Donc, comme je le disais à l'instant, là, les travaux sont passés en amortissement et non pas en charge déductible. Donc ça, c'est important à savoir. Les comptables amortissent les travaux. Donc, si vous voulez faire des trop gros travaux une année et que vous pensez ne pas payer du tout d'impôts, non, parce qu'en fait, les travaux vont être amortis, donc ils vont être étalés sur plusieurs années. Quant au déficit, il s'impute exclusivement sur les revenus de l'activité LMNP, et non pas sur les revenus globaux, ni sur les autres activités. La fraction du déficit foncier qui excède la limite de 10 700 € est imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Alors, il est conseillé de faire appel à un comptable pour la déclaration et transmission de la liasse fiscale, parce que cette comptabilité doit être conforme aux règles du Code du commerce et conforme au plan comptable général. Je vous invite également, et ça votre comptable vous le conseillera aussi, d'avoir un compte bancaire dédié. Alors il ne s'agit pas d'un compte professionnel qui est en général coûteux, mais c'est un compte classique, mais que vous allez réserver uniquement à cette activité. En cas de contrôle fiscal, ça va être beaucoup plus simple. Concernant l'imposition, donc là on parle de bénéfices BIC, donc ce sont les loyers et les charges. Vous allez avoir une imposition sur le revenu qui va correspondre à votre TMI et les fameux prélèvements sociaux qui sont toujours à 17,2%. On vous conseille d'adhérer à un centre de gestion agréé, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Il vous apportera une réduction d'impôt et une prévention fiscale. Donc la réduction d'impôt correspond à 2/3 du montant des frais de comptabilité, ils sont limités à 915 € et au montant de l'IR dû. En revanche, en contrepartie, ces coûts-là ne viennent pas en charge. Vous ne pouvez pas les déduire dans la comptabilité. Logique. Alors on va reprendre notre petit exemple. Notre investisseur qui a fait un investissement de 200 000 € avec peu de revenus d'activité. Donc là, il va pouvoir déduire, si vous avez suivi, pas mal de choses. Alors là, vous voyez, en fait, le tableau est un peu différent parce que les travaux, je les ai mis en amortissement. Donc, il y a des charges d'amortissement du mobilier et des charges d'amortissement des travaux. Donc là, on n'a pas 2000 € de travaux,
mais 133 euros d'amortissement par an. Du coup, il va avoir un total de charges déductibles de 9 384 euros. Donc son bénéfice industriel n'est que de 2 256 euros. Et c'est sur ce montant qu'on va appliquer les prélèvements sociaux et l'imposition du revenu locatif. Ça lui fait un total d'imposition de 636 euros. Donc son résultat après impôt est de 11 004 euros. Et là, il est toujours en négatif, mais beaucoup moins que dans les exemples précédents. Il a un cash flow négatif de 640 euros. Alors, dans les 3 exemples que je viens de vous passer, je vous démontre que à partir du moment où vous avez un crédit, quel que soit le régime fiscal choisi, vous ne pouvez pas en vivre. Donc là, dans mes exemples, ce sont des exemples théoriques, hein, bien sûr, on est en cash flow négatif à chaque fois, mais cela montre bien que quand bien même en fait le cash flow ne serait pas négatif, vous ne dégageriez pas des cash flows avec des sommes astronomiques vous permettant d'en vivre. Donc c'est très compliqué, hein. Dès lors que vous avez un crédit, c'est compliqué. On peut pas en vivre. On peut pas vivre de ces investissements locatifs. Ça peut en fait constituer un complément de revenu pour plus tard, pour votre retraite, et surtout vous constituez un patrimoine, puisque ce bien que vous allez financer avec le crédit que vous avez contracté auprès de la banque, vous allez vous constituer un patrimoine. Après, vous allez pouvoir revendre si vous avez besoin d'argent. Donc moi, je milite effectivement pour l'investissement immobilier. Moi, j'aime beaucoup l'immobilier, mais pour moi, je n'ai jamais fait ça pour être rentier. C'est pas possible. Alors, on va comparer les 3 régimes. Hein. Bon, donc on voit bien en fait que le LMNP est beaucoup moins imposé que les autres régimes, et que le cash flow en fait est négatif. Donc étonnamment en fait ils sont plus ou moins la même chose pour les 3 premiers régimes fiscaux qu'on a vus, hein, le microfoncier, le réel vide et le microbic. Donc c'est vraiment le LMNP qui l'emporte, et c'est pour ça que vous avez sans doute entendu parler du chant des sirènes, du LMNP, tout le monde en parle beaucoup, et effectivement, le LMNP est très intéressant parce que le concept d'amortissement vous permet vraiment de réduire votre bénéfice imposable. Alors maintenant, on va parler de la location meublée professionnelle. Le caractère professionnel est apprécié toujours au niveau du foyer fiscal. Pour être qualifié de location meublée exercée à titre professionnel, il faut remplir 2 conditions. Il faut que vos recettes locatives soient supérieures à 23 000 euros et que ces recettes soient supérieures aux revenus de votre foyer fiscal. Si plusieurs membres du foyer fiscal se livrent à la location meublée, le dépassement du seuil des 23 000 euros s'apprécie au vu du montant total des recettes de location meublée acquises par le foyer fiscal. Si la location meublée est réalisée via une société, c'est le bénéfice de l'associé qui est pris en compte. Alors l'appréciation des recettes de l'activité meublée, c'est comme pour les LMNP, hein, donc les recettes sont appréciées par année civile. On va prendre le total des loyers acquis, charges comprises, les indemnités d'assurance, le cas échéant les loyers acquis de location meublée à l'étranger. Concernant l'appréciation des revenus du foyer fiscal, ce sont les revenus du foyer net, toujours, après déduction des charges ou abattements, c'est le traitement, salaire, pension et rente viagère, les bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de la location meublée, les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux, les revenus des gérants et associés, ça ne change pas par rapport au LMNP. Alors, les revenus non retenus sont les mêmes que pour le LMNP, et
Concernant les déficits pris en compte, ce sont les déficits de l'année au cours de laquelle ils ont été réalisés à hauteur de leur montant imputable sur le revenu global. Donc là, ça ne change pas non plus par rapport au LMNP. Alors, concernant les déductions des charges et de l'amortissement du revenu global, donc là, il n'y a plus de plafond. On va imputer la totalité du déficit BIC professionnel sur le revenu global, y compris les intérêts d'emprunt. Si le revenu global est insuffisant, le déficit global peut être reporté pendant 10 ans. Sur les charges déductibles, donc vous avez évidemment toutes les charges liées au statut de LMNP, les cotisations vieillesse, les allocations familiales, évidemment les amortissements, pas seulement du bien, mais tous les amortissements, et toutes les charges qui répondent aux conditions générales de déduction des charges en BIC. Elles doivent être juste exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation. Concernant l'imposition, là c'est pareil, vous avez des bénéfices BIC et vous avez deux types d'imposition, donc l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Alors ça, ce sont des cotisations sociales qui remplacent les prélèvements sociaux. Donc le taux est supérieur, on va le voir. Mais par rapport aux prélèvements sociaux qui finalement ne vous apportent rien, on va voir que les cotisations sociales vont vous apporter une contrepartie de ce que vous allez payer. Sur le loueur meublé professionnel non résident, qui en fait des recettes annuelles de location meublée supérieures à 23 000 euros, elles deviennent automatiquement LMP s'ils n'ont pas ou peu d'autres revenus imposables en France. Et leur affiliation à un régime de sécurité sociale est obligatoire. Alors vous avez peut-être entendu parler que le LMP permet d'être exonéré de l'IFI. Eh ben, c'est pas tout à fait ça, effectivement. Le cas existe, mais on va voir qu'il est peu probable que vous y arriviez. Alors, le régime LMP peut, sous certaines conditions, vous exonérer de l'IFI. Donc, ces conditions sont réaliser cette activité à titre principal, avoir des recettes locatives supérieures à 23 000 euros par an, là c'est normal, générer des revenus nets locatifs LMNP supérieurs à vos autres revenus professionnels du foyer fiscal. Il ne s'agit pas ici du montant total des loyers perçus, mais du résultat net. Tant que l'activité est déficitaire, ce qui est le cas des premières années de location meublée, cette condition ne peut pas être remplie. Il n'est donc pas possible dans ce cas de bénéficier de l'exonération d'IFI. Pour finir, sachez que les pensions et retraites ne sont pas considérées comme des revenus d'activité et n'entrent donc pas en compte. Alors, la protection sociale. Vous allez donc payer des cotisations sociales et vous avez le choix entre deux statuts sociaux si vos recettes sont inférieures à 72 600 euros. Vous allez pouvoir être micro-entrepreneur ou travailleur indépendant. Au-delà de 72 600 euros, un seul statut est possible, c'est celui du travailleur indépendant. Alors, voyons ce que c'est que ce statut de micro-entrepreneur. Alors la base déclarée, ici, ce sont les recettes locatives. Le taux de cotisation est de 22% sur votre chiffre d'affaires déclaré et vous n'avez pas d'abattement. Si vos recettes sont nulles, vous devez quand même déclarer votre chiffre d'affaires. Dans ce cas, vous ne paierez pas de cotisation, sauf si vous avez choisi de payer des cotisations minimales. Alors, choisir de payer des cotisations minimales vous permet de bénéficier d'indemnités journalières en cas de maladie et de valider vos trimestres de retraite. Alors, à partir du moment où vous cotisez des cotisations sociales, vous allez avoir des droits. Donc, ce sont des indemnités journalières de maladie, de maternité, des droits à la retraite, un accès à la formation professionnelle sous certaines conditions. Donc là, vous voyez, vous payez des cotisations sociales, mais vous allez en contrepartie avoir des droits
Ce qui n'était pas le cas avec les prélèvements sociaux en non professionnel, 17,2%. En gros, en fait, on paye sous le régime non professionnel des prélèvements sociaux pour combler le trou de la Sécu. Mais ça ne nous apporte rien. Ici, c'est plus cher, effectivement, mais ça nous apporte des droits. Maintenant, on va voir en fait le régime social des indépendants. Donc là, la base déclarée, c'est la base des bénéfices et non des recettes. Et vous allez avoir des cotisations pour la maladie, la maternité, les allocations familiales, la CSG, la CRDS, les indemnités journalières, l'invalidité et décès, la retraite de base, la retraite complémentaire et la formation professionnelle. Alors, vous avez remarqué que à droite, sur certaines cotisations, où il y a une petite astérix. Donc pour ces cotisations marquées, il existe un montant minimum à payer lorsque le résultat de l'activité est déficitaire ou nul. Et ça, du coup, vous allez automatiquement valider 3 trimestres de retraite. Alors comment payer, comment calculer plutôt ces cotisations sociales? Eh bien écoutez, c'est pas facile. Parce qu'on n'applique pas un simple pourcentage à des bénéfices. Il y a des tranches, des forfaits, des cotisations minimales. Par exemple, pour une assiette variant entre 5 000 et 200 000 euros, le taux varie de 38 à 27%. Sachez que ces cotisations sociales sont déductibles du résultat, et pour les calculer, il faut les déduire de leur base de calcul. Vous voyez, c'est compliqué. Alors, plutôt que d'essayer de faire des calculs compliqués qui, moi, me saoulent, je suis directement allé sur un outil de simulation des cotisations sociales. Il est disponible sur le site de la Sécurité sociale des indépendants. Donc, je vous invite à faire des simulations sur ce site. C'est plutôt bien fait et ça vous donnera en fait un ordre d'idée. Alors, quand et comment payer ses charges sociales quand on est indépendant ? La déclaration du chiffre d'affaires et le paiement des cotisations sociales est à réaliser auprès de l'URSSAF tous les mois, tous les trimestres, selon l'option que vous avez choisie. La déclaration est à réaliser au plus tard 30 jours après le mois ou le trimestre concerné. Par exemple, pour déclarer votre chiffre d'affaires de septembre 2021 ou du 3e trimestre 2021, vous devrez réaliser votre déclaration au plus tard le 31 octobre 2021. Alors, vous allez être souvent dans le cas où vous cotisez déjà les cotisations sociales si vous êtes salarié ou si vous avez une activité non salariée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous êtes déjà salarié, vous cotisez déjà des cotisations sociales. Donc vous allez simultanément cotiser au régime général pour votre activité professionnelle et au régime des indépendants pour votre activité de location meublée. Ah ben, c'est comme ça, et sachez que cette double affiliation ne va pas vous permettre de cumuler des prestations ni de valider plus de 4 trimestres de retraite par an. Si vous avez une activité professionnelle non salariée, les cotisations sociales vont être calculées sur le résultat cumulé de l'activité professionnelle et de la location meublée. Si le résultat de votre location meublée est déficitaire, ce déficit viendra s'imputer sur le résultat de l'activité professionnelle et réduira d'autant l'assiette des cotisations sociales. De même, le loueur en meublé ne sera pas redevable de la cotisation minimum si la somme du résultat des deux activités est bénéficiaire. Alors, en synthèse, ces cotisations sociales, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, si vos recettes meublées sont inférieures à 23 000 euros, c'est direct la case LMNP, et là vous paierez 17,2% de prélèvements sociaux et c'est tout. Et vous n'aurez pas de contrepartie. Si vos recettes de location meublée sont supérieures à 23 000 euros, ou si elles sont inférieures aux autres revenus d'activité,
vous allez aussi en case LMNP. Si ces recettes sont si vos recettes de location meublée sont supérieures à 23 000 € et supérieures à vos autres revenus d'activité, là vous êtes qualifié de professionnel et vous allez devoir payer des cotisations sociales. Donc vous avez deux régimes. Le micro-entrepreneur est disponible pour les recettes comprises entre 23 000 et 72 600 €. Le régime des indépendants est possible quel que soit le montant de vos revenus et obligatoire à partir de 72 600 €. Alors j'espère que tout ça vous a éclairci sur les régimes fiscaux d'allocation, vide et meublé. Maintenant, on va passer à d'autres sujets tout aussi importants. On va commencer par la cotisation foncière des entreprises. La location meublée est considérée par le Trésor comme une activité professionnelle et à ce titre, elle est imposable à la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Sachez que vous pouvez bénéficier d'exonérations de CFE. Alors vous avez des exonérations générales pour les chiffres d'affaires inférieurs ou égaux à 5 000 €. Je sais, c'est peu, mais c'est comme ça. Si vous faites de la location occasionnelle de l'habitation principale ou secondaire, si vous faites de la location ou sous-location d'une partie de votre résidence principale à un locataire ou sous-locataire qui en fait sa résidence principale. Vous avez aussi d'autres exonérations sauf des libérations contraires des collectivités locales. Donc, ce sont des locations de tout ou partie de l'habitation principale ou secondaire en meublé de tourisme. Et la location ou sous-location de toute ou partie de l'habitation principale ou secondaire si vous n'êtes ni dans les cas d'exonération générale, ni en meublé de tourisme. Maintenant, on va voir quand payer la taxe d'habitation. Elle est due pour une année entière, selon votre situation, au 1er janvier. Pour qu'un bien soit imposé à la taxe d'habitation, deux conditions cumulatives doivent être remplies au 1er janvier de l'année d'imposition. Vous devez en avoir à la disposition, et c'est le cas en tant que propriétaire d'un bien que vous disposez et qui n'est pas loué. Et la deuxième condition, c'est que le bien doit être meublé afin d'en permettre l'habitation. En conséquence, aucune imposition n'est émise sur le bien vide de meubles au 1er janvier. Et vous êtes imposable à la taxe d'habitation si votre location meublée fait partie de votre résidence principale. Alors maintenant, on va aborder très légèrement les amortissements, mais c'est vraiment important que vous compreniez exactement ce que c'est. C'est fondamental si vous faites de la location meublée. Un amortissement est la constatation comptable de la perte de valeur d'un bien au cours du temps due à son usure. D'un point de vue comptable, on considère qu'un bien aura perdu la totalité de sa valeur à la fin de sa durée d'utilisation. Alors pour l'immobilier, ça signifie que même si votre bien va prendre de la valeur, comptablement, il en perd. L'amortissement est une charge déductible fiscalement, mais qui n'est pas décaissée. Elle est possible pour les régimes du LMNP, en réel, en LMP, ou dans le cadre d'une société à l'IS. L'amortissement est calculé en divisant le prix d'achat par le nombre d'années d'utilisation. Alors les terrains ne sont pas amortissables, donc vous allez déduire de votre bien immobilier de 10 à 20% de la valeur du bien immobilier. Bon, ça va dépendre d'un tas de critères, notamment de la localisation. Le calcul de l'amortissement en général est réservé aux comptables qui ont l'habitude de ça.
Les frais d'acquisition sont amortis en venant majorer le prix d'achat ou, et là vous avez le choix, passer en charge pour avoir une déduction fiscale immédiate et générer un déficit reportable. Donc ça, c'est votre décision. Donc la durée d'amortissement de chaque dépense dépend de la durée d'usage et donc de sa catégorie. Donc, un bien immobilier, c'est de 20 à 30 ans, le gros œuvre de 50 à 80 ans, la toiture de 20 à 25 ans, pareil pour l'installation électrique et les agencements intérieurs de 15 ans. Alors je vous avais dit un peu plus tôt que les travaux sont également amortis par le comptable. La durée de l'amortissement va dépendre du comptable. Et une variation, sachez qu'une variation de 20% de ces durées est tolérée par le Trésor. Alors jusqu'à présent, on a parlé des locations longue durée, mais qu'en est-il des locations de courte durée? Les LCD. Alors, elles sont de plus en plus encadrées par les municipalités. Ces LCD, en fait, présentent des avantages. Le loyer est beaucoup plus important et vous pouvez récupérer votre bien ponctuellement au cours de l'année. Vous pouvez réserver par exemple ce bien une année, un mois pendant les grandes vacances, ça peut être pratique. Les inconvénients sont nombreux, donc vous avez une vacance locative plus forte selon l'attractivité touristique du bien, donc ça va dépendre où il est. C'est une obligation de le louer en meublé. Vous devrez vous acquitter de la taxe d'habitation et la taxe sur les ordures ménagères. L'usure du logement est plus important parce que les locataires de ce type de location font vraiment pas attention. Et vous avez un fort investissement personnel, donc c'est la remise des clés, le changement de linge, le ménage. La location d'une partie de votre résidence principale peut être exonérée d'imposition dans certains cas. Alors, si vous louez une chambre d'hôte, sachez que la location d'une ou plusieurs pièces de votre résidence principale sans que celle-ci ne constitue la résidence principale du locataire, vous allez être exonéré d'impôt sur le revenu si les loyers sont inférieurs ou égaux à 760 € par an. Alors la location peut être à la journée, à la semaine ou au mois. Les loyers correspondent à la totalité des sommes perçues, y compris celles liées aux éventuelles prestations. Téléphone, nourriture, etc. En cas de dépassement du plafond de 760 €, vous allez être imposable sur la totalité de vos loyers. Si votre bien devient la résidence principale du locataire, vos locations meublées sont exonérées si vous remplissez les 3 conditions suivantes. 1. Les pièces données en location ou en sous-location font partie de votre résidence principale. Elles doivent constituer la résidence principale du locataire. Et le prix de la location doit être fixé dans des limites raisonnables. L'appréciation du raisonnable s'apprécie au moyen des plafonds publiés. Donc en gros, il faut être un petit peu en dessous des plafonds qui sont publiés par les municipalités. Alors ces revenus LCD bénéficient du même régime que la location d'un logement meublé. Alors là, si vous avez des recettes annuelles inférieures à 72 600 € hors taxes, vous allez être en régime réel ou en régime microbique. On les a vus, maintenant vous savez parfaitement ce que c'est. Si vos recettes annuelles sont égales ou supérieures à 72 600 € hors taxes, vous relevez du régime micro et bénéficiez d'un abattement de 71%. Si toutefois vous ne dépassez pas 176 200 €, au-delà de ces 176 200 €, vous êtes directement au régime réel. Sachez que vos gîtes doivent être classés meublés de tourisme avant de pouvoir faire ce type d'activité. Voilà. Donc là, on voit en fait que le régime micro est quand même intéressant parce que vous bénéficiez d'un abattement de 71%, donc vous êtes imposé uniquement sur 29% de vos
bénéfices. Alors, les démarches à réaliser pour bénéficier des appellations chambre d'hôtes et meublé tourisme sont les suivantes. Pour les meublés de tourisme, il faut déposer une déclaration spécifique à la mairie de son lieu de situation. C'est une démarche obligatoire. Et pour certaines mairies, vous devez obtenir une autorisation préalable. Pour les chambres d'hôtes, vous déposez aussi une déclaration spécifique à la mairie du lieu de situation et cette démarche est obligatoire. Et pour les chambres d'hôtes, il n'y a pas d'autorisation préalable. Je vous invite à aller sur le site desentreprise.gouv. Il y a tout un chapitre pour les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes pour avoir plus d'informations. Alors maintenant, on va parler de la fiscalité de la plus-value lorsque vous vendez un bien. Alors, la fiscalité de la plus-value va dépendre selon que vous exploitez le bien en non professionnel ou en professionnel. Alors, on va commencer par l'exploitation non professionnelle. Donc, la vente d'un bien exploité en vide ou meublé non professionnel est soumise à l'imposition des plus-values des particuliers. Donc, c'est très avantageux. Alors, de vous expliquer comment calculer la plus-value, c'est très simple, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Si vous réalisez un résultat positif, vous avez un gain, donc ce qu'on appelle la plus-value. Si le résultat est négatif, vous réalisez une perte, c'est la moins-value. Les déductions sont possibles, donc des travaux que vous n'avez pas déduits des revenus fonciers peuvent venir en déduction de la plus-value, donc c'est très important, ne pas déduire deux fois. Si vous avez déduit les travaux de revenus fonciers, vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement de 15% du prix d'achat, si la vente est réalisée après plus de 5 ans de détention. Vous allez aussi pouvoir déduire les frais de notaire et d'agence. L'imposition est une imposition sur le revenu de 19%. Vous avez une taxe supplémentaire si la plus-value est supérieure à 50 000 euros. C'est un taux de 2 à 6% selon le montant de la plus-value. Et toujours les prélèvements sociaux de 17,2%. Le notaire chargé de la vente réalise les démarches auprès du Trésor. Vous devez juste indiquer sur votre déclaration de revenus le montant de votre plus-value. La plus-value bénéficie d'exonération dans certains cas. Si vous vendez votre résidence principale et ses dépendances, vous êtes exonéré de plus-value. Si vous vendez un logement qui n'est pas votre résidence principale, vous pouvez bénéficier d'exonération si le prix de vente est utilisé pour acheter ou construire une résidence principale dans un délai de 2 ans, ou si vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale dans les 4 années précédant la vente. Vous êtes exonéré de plus-value, d'impôt sur la plus-value si le prix de vente est inférieur à 15 000 euros. Ça me fait rigoler, mais enfin bon, c'est dans les textes. Et si votre revenu est inférieur à 11 276 euros pour la première part du quotient familial, et que vous n'êtes pas soumis à l'IFI. Le prix d'acquisition peut être augmenté des frais suivants. Les charges et indemnités versées aux vendeurs lors de l'achat, les frais d'acquisition pour leur montant réel ou pour un montant forfaitaire de 7,5% du prix d'achat. Les dépenses de travaux pour leur montant réel ou pour un forfait de 15% du prix d'achat, si le bien est détenu depuis plus de 5 ans. Les frais de voirie, réseau et distribution. Si vous avez reçu un bien immobilier gratuitement, le prix d'acquisition correspond à la valeur retenue pour le calcul des droits de donation ou de succession. Alors maintenant, on va voir que la plus-value peut être diminuée d'un abattement qui dépend du temps pendant lequel vous avez possédé votre bien. L'assiette va être différente pour le calcul de l'impôt sur le revenu et pour celui des prélèvements sociaux.
Alors jusqu'à 5 années, vous n'avez aucun abattement, que ce soit pour l'impôt sur le revenu ou pour les prélèvements sociaux. De la 6e à la 21e année, vous avez un abattement de 6% pour l'impôt sur le revenu et de 1,65% pour les prélèvements sociaux. À partir de la 21e année révolue, vous aurez 4% d'abattement pour l'IR et 1,6% pour les PS. Pour l'impôt sur le revenu, vous êtes exonéré à partir de la 22e année. Pour les PS, c'est au-delà de la 22e année et jusqu'à la 30e année, 9%. Et au-delà de la 30e année, vous êtes complètement exonéré pour les prélèvements sociaux. Alors bon, je ne vais pas m'appesantir, je vais juste vous donner un petit exemple rapide. Vous avez revendu un bien que vous possédiez depuis 10 ans. Vous avez réalisé avec cette vente une plus-value de 10 000 euros. Donc vous bénéficiez d'un abattement de l'impôt de 6% par an de la 6e à la 10e année, soit 30%. Donc c'est 6% x 5. Vous avez ainsi un abattement de 10 000 euros fois 30%, soit 3 000 euros. Vous ne déclarerez donc un revenu de 7 000 euros. Donc c'est 10 000 euros moins 3 000 euros. Vous bénéficierez d'un abattement sur les prélèvements sociaux de 1,65 par an de la 6e à la 10e année, soit 8,25%. Donc c'est 1,65 x 5. Vous avez ainsi un abattement de 10 000 euros fois 8,25, soit 825 euros. Vous devrez payer les prélèvements sociaux sur la base de 9 175 euros. C'est 10 000 moins 825. Si à la date de la cession de votre bien, vous avez la qualité de loueur en meublé non professionnel, la plus-value est imposée de la même façon que si l'immeuble était loué nu. Parce que les amortissements pratiqués dans la détermination du résultat ne vont pas être intégrés dans le calcul de la plus-value. Et ça, c'est extrêmement important de savoir qu'en non professionnel, la plus-value ne tient pas compte des amortissements. Et ce n'est pas le cas du professionnel. Alors si à la date de la cession de l'immeuble, vous avez la qualité de loueur en meublé professionnel, la plus-value va relever de la catégorie des plus-values professionnelles. Et donc la plus-value va être le prix de vente, moins le prix d'acquisition et moins tous les amortissements que vous avez déduits. Il y a quand même des exonérations. Donc les plus-values professionnelles bénéficient, à condition que l'activité soit exercée depuis au moins 5 ans, d'une exonération totale lorsque la moyenne des recettes des 2 années précédant la vente n'excède pas le seuil des 90 000 euros et d'une exonération partielle si elles sont comprises entre 90 000 euros et 126 000 euros. Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, la plus-value est soumise au régime des plus- et moins-values à court ou long terme. La plus-value est décomposée en 2 parties. Donc vous avez dans le cas où vous êtes imposé en meublé professionnel, donc vous avez une partie de la plus-value qui est dite court terme. Elle correspond au total des amortissements pratiqués si le bien est détenu depuis plus de 2 ans. Et elle est composée d'une plus-value à long terme. C'est le solde de la plus-value de cession. Donc la plus-value court terme est intégrée dans le résultat de l'année et donc imposable dans la catégorie des BIC au TMI de l'IR. Elle est également imposable aux conditions sociales professionnelles. Aucun abattement n'est pratiqué sur ces plus-values. Sur la plus-value long terme, elle est imposée au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30%. Si votre chiffre d'affaires annuel est inférieur à 90 000 euros hors taxe et que votre activité de loueur professionnel est exercée depuis plus de 5 ans, alors la plus-value de cession n'est pas imposable. Et ça vaut pour le court terme et le long terme. Vous allez aussi pouvoir bénéficier d'un abattement pour durée de détention permettant une exonération totale au-delà de 15 ans.
Alors pour terminer cette présentation un peu longue mais vraiment complète, on va parler de la façon de quitter le régime meublé. Ça peut être aussi une stratégie d'évitement du LMNP. Alors je dis pas que le LMNP c'est pas bien machin, mais voilà. Sachez que je vous donne toutes les billes pour que vous puissiez prendre des décisions en connaissance de cause. Alors, vous pouvez faire une cessation totale ou partielle de l'activité meublée, c'est-à-dire que vous pouvez décider de quitter le régime meublé pour l'ensemble de vos appartements ou juste pour votre appartement s'il ne s'agit que d'un seul appartement. Si vous avez un parc d'appartements, vous pouvez quitter le meublé pour un appartement spécifique. Comment faire? Vous allez au greffe du tribunal de commerce. Il faut déclarer l'arrêt de votre activité meublée dans les 30 jours suivant la fin de l'activité. Donc c'est le greffe du tribunal de commerce dont dépend votre bien. Cette déclaration de cessation peut se réaliser en ligne depuis le site d'Infogreffe avec le formulaire P2, P4I. Vous faites une déclaration de cessation d'activité. Le numéro de tirette que vous avez reçu lorsque vous avez immatriculé votre activité sera désactivé si cette cessation concerne l'ensemble de vos biens. S'il s'agit d'une cessation d'activité d'un seul de vos biens, dans ce cas, seul le numéro de sirène du bien concerné sera alors désactivé. Concernant la déclaration des résultats, la cessation d'activité entraîne l'imposition immédiate des bénéfices ou déficits réalisés depuis le dernier exercice clos. La déclaration des résultats télétransmise dans les 60 jours suivant la cessation d'activité doit se faire avec la liasse fiscale, c'est le CERFA 2031 et annexe 2033. Le délai débute à partir de la date indiquée lors de votre déclaration de cessation en ligne sur le formulaire P2, P4I. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions complémentaires. Ça permettra en fait d'améliorer la prochaine version de cette vidéo si jamais il y en a une. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et bon investissement. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. À bientôt!